L'histoire retient souvent les victoires éclatantes, celles que l'on grave dans le marbre des monuments. Mais il existe d'autres batailles, celles que la mémoire nationale préférerait effacer, enfouir sous le sceau du secret défense. Ce récit est celui d'une de ces plaies ouvertes, l'embuscade d'Uzbin. Nous sommes le 18 août 2008, une date qui marquera à jamais le retour brutal de la France dans la réalité de la guerre. Tout commence avec des visages d'enfants. Ils ont 20 ans à peine. Ce sont des parachutistes du prestigieux 8e RP IMA. Dans leurs vidéos amateurs, tournées quelques jours avant le drame, on lit l'insouciance et la soif d'aventure. Ils s'adressent à leur père, fiers, clamant qu'ils sont enfin là, sur le terrain, prêts pour l'action. Ils se sentent invincibles, portés par la force du groupe, imaginant la guerre comme dans les films. Ils ignorent encore que pour 10 d'entre eux, le compte à rebours est enclenché. L'Afghanistan les accueille avec sa chaleur suffocante et son atmosphère lourde. C'est un pays usé par 30 années de conflits ininterrompus. Dès leur arrivée à Kaboul, le ton change. Les sourires des enfants sur le bord des routes se transforment en pouces baissés au passage des blindés. Le message est clair, ils ne sont pas les bienvenus. L'ennemi est partout et nulle part, dissimulé sous les traits du paysan le jour, prenant les armes la nuit. L'été 2008 marque un tournant. La tension monte. La section Carmin II, dirigée par l'adjudant Evrard, une figure paternelle pour ces jeunes recrues, reçoit l'ordre d'investir la vallée d'Uzbin. C'est une zone dangereuse, un couloir d'infiltration pour les talibans venus du Pakistan. Avant le départ, un pressentiment parcourt les rangs. Les soldats s'appellent que leur famille, leurs compagnes. Lors d'une reconnaissance préliminaire, un détail trouble les esprits. Un policier afghan, trop bien habillé, parlant un anglais parfait, passe son temps au téléphone en observant les Français. La traîtrise flotte dans l'air, mais la mission doit continuer. Le 18 août, la section s'engage dans la vallée. Certains restent en bas avec les blindés, tandis qu'une vingtaine d'hommes entament l'ascension du col à pied. La chaleur est écrasante. L'équipement pèse une tonne. L'un des soldats, victime d'un coup de chaud, s'effondre. Le groupe doit s'arrêter et se scinder. Ils sont vulnérables. C'est alors que le piège se referme. Un cri de femme déchire le silence, signal funeste. Immédiatement, l'enfer se déchaîne. Ce n'est pas une simple escarmouche, c'est un anéantissement programmé. Ils sont encerclés par 140 tireurs invisibles positionnés sur les crêtes. Les balles pleuvent, les roquettes saturent l'espace. En bas, dans la vallée, les blindés sont pris sous le feu. À l'intérieur, c'est le chaos. Les vitres blindées se fissurent sous les impacts. Les hommes sont sonnés, assourdis par le fracas des explosions et la surpression de l'air. Là-haut, sur le col, c'est l'agonie. Les appels à l'aide crépitent à la radio. L'adjudant Evrard hurle que sa section se fait décimer, qu'ils sont éparpillés. Les soldats tombent les uns après les autres. Le caporal-chef Pénon est touché en portant secours. Le radio de la section, le caporal Tahani, cesse de répondre. Ses camarades entendent en direct les tentatives désespérées de massage cardiaque, puis l'annonce de sa mort. Le plus terrible, c'est l'attente. Les renforts mettent 1 heure à arriver. 1 heure interminable durant laquelle les survivants, tétanisés ou enragés, écoutent leurs frères d'armes mourir à quelques centaines de mètres, impuissants. Les soutiens mortiers, censés les protéger, restent muets, incapables d'intervenir à temps. Il faut l'arrivée de l'aviation américaine, les fameux A-10, pour que le rapport de force s'inverse. Le bruit assourdissant des canons aériens déchire la montagne et offre enfin un répit. Mais le mal est fait. À la nuit tombée, une section de renforts monte récupérer les corps. La scène est macabre. Dans la poussière et la roche, ils retrouvent leurs amis, dépouillés de leur matériel par l'ennemi. Les survivants sont là, le regard vide, assis contre les cadavres de leurs camarades, fumant cigarette sur cigarette pour tromper l'horreur. Le lendemain, le président Nicolas Sarkozy atterrit à Kaboul. Il découvre l'ampleur du désastre, 10 morts, 21 blessés. C'est la journée la plus meurtrière pour l'armée française depuis la guerre d'Algérie. De retour en France, le deuil national se mêle à la polémique. Les familles sont dévastées, mais aussi en colère. Elles ne comprennent pas. Comment une telle hécatombe a-t-elle été possible avec les moyens modernes ? Y a-t-il eu des fautes de commandement ? Des soldats mal équipés envoyés à l'abattoir ? Pour la première fois, la justice civile s'empare d'une affaire militaire. Les familles refusent de la fatalité. Certains pères refusent de même la mention « mort pour la France », estimant que leurs fils sont morts pour une cause lointaine, incompréhensible, une paix dans le monde abstraite, loin du sol national. Aujourd'hui, l'armée française a quitté l'Afghanistan. Pour les survivants, comme Grégory devenu plombier ou Mailleul passé dans la sécurité privée, la question demeure lancinante. Tout ça pourquoi ? L'embuscade d'Uzbin reste une cicatrice. Elle a révélé la fragilité d'une société qui avait oublié le prix du sang.
Elle a laissé des familles débrisées, des généraux amers et une génération de soldats marqués à jamais par le silence de cette vallée où l'innocence de leurs 20 ans s'est éteinte sous le feu.